Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans le coup de cœur du mois de mai. Vous êtes sur la chaîne du professeur Board Game. C'est Martin de la zone jeux de société. Alors, c'est le coup de cœur, c'est le mois de mai, le mois de juin qui est déjà bien entamé pour tous mes amis qui sont enseignants, dont mon ami David. Ça marque la fin de notre année scolaire 2023-2024 et ça ouvre la saison des jeux de société et de la création de contenu. En tout cas, je parle pour moi. C'est un temps que j'adore beaucoup parce que je peux jouer à plein de jeux et surtout avancer et peut-être même un jour terminer une campagne. Pour le mois de mai, ça a été un petit peu difficile pour moi de choisir mon coup de cœur parce que j'ai eu quand même plusieurs belles expériences ludiques. J'ai joué à Invention, le nouveau jeu de Vital Lacerda que j'ai adoré. Je pense que j'ai aussi eu la chance de jouer avec David à Far Away que j'ai bien aimé. Également mon expérience, j'ai été très surpris. Mais je pense que je vais y aller avec le cliché. Je l'ai découvert, je pense, un petit peu après tout le monde. Je vais le donner à Harmonies parce que j'ai vraiment été impressionné par ce jeu-là. Je ne m'attendais pas du tout à l'apprécier. Je pensais que ça allait être encore un de ces jeux nature. Je sais pas, je suis un petit peu tanné de ce thème-là, même si j'adore la nature et j'aime bien ça. Mais je trouvais ça quand même dans le fond, j'avais l'impression que c'était un jeu qui était du ramassis de tout plein d'autres jeux qu'on avait déjà vus. Puis ça me disait pas grand-chose. Mais les gens n'arrêtaient pas de m'en parler. Je me suis procuré le jeu. Je l'ai installé. J'ai joué des parties en solo pour l'instant. J'ai joué une fois à 2 joueurs et j'ai adoré mon expérience. C'est un beau jeu de placement de jetons, dans le fond, où on va aller chercher des jetons dans un marché commun et on va avoir, dans le fond, des patterns, comme on dit en bon français. Là, on va avoir des façons de les placer spécifiquement sur notre plateau personnel pour aller chercher des cartes d'animaux, pour accomplir des cartes d'animaux sur lesquelles on va mettre un petit jeton et on va se faire des points en fin de partie en fonction de plein d'éléments qu'on va construire sur notre plateau. J'ai trouvé que c'est un jeu qui non seulement était beau pour la production est quand même très bonne pour ce que c'est en général, mais j'ai trouvé le concept beau à la fin. Quand j'ai terminé de jouer, j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose. Alors ça m'a beaucoup impressionné. Alors c'est pour ça que je le nomme mon jeu du mois. Je pense pas que c'est le plus grandiose de tous les jeux, mais c'est un des plus simples, des plus beaux, des plus efficaces que j'ai joué depuis le début de l'année 2024. Et c'est surtout une énorme surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à être autant à tomber en amour avec le concept. Je l'ai encore dans ma ludothèque. Alors voilà, c'était mon coup de cœur du mois de mai. Je souhaite de magnifiques vacances pour tout le monde qui vont en avoir pendant le mois de juin et juillet. On se reparle le mois prochain. Toi, le prochain, là, c'est lequel de ces magnifiques jeux-là qui est ton jeu du mois? Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud pour Et-tu Game et mon coup de cœur. Ce mois-ci, il s'agit de Dragardien, un jeu de Michael Menzel. C'est un jeu sur... On construit une école de dragons. Fait que c'est un jeu familial qui se joue en 20 minutes. Ça m'a beaucoup fait penser aux aventuriers du rail. Donc on va faire une collection de dragons. Il y a 4 couleurs de dragons différents qu'on va collectionner. Rouge, vert, noir et bleu, me semble. Blanc et bleu. On les collectionne dans notre main et on les prend de 2 pioches qui sont face cachée. Et sur le dos des cartes, ce qu'on voit, ce sont des chiffres et des dragons. En fait, ce sont des objectifs. Donc, le dos des cartes, ce qu'on appelle le grimoire, les 2 pioches mis côte à côte, ça va nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de mettre à la fin de notre tour dans notre école pour scorer des points, qui sont des petites amulettes circulaires qui vont graduellement devenir de plus en plus payantes en fil de partie. C'est vraiment le fun, parce que tu peux ramasser de 0 à 3 cartes, mais à chaque fois que tu prends une carte, ça change la nature du grimoire. Et donc, ce qui va te faire des points à la fin du tour.
Ce qui est chouette, c'est que tu peux à tout moment modifier aussi le grimoire en fin de tour pour pouvoir aller en direction de ce que tu as en main. Vraiment super, j'ai adoré Dragardien, on a joué beaucoup. Avec ma famille, c'est parfait. Je pense que c'est peut-être un peu léger pour les gamers, mais je pense que c'est une belle façon de revoir les mécaniques des aventuriers du rail dans quelque chose d'un petit peu plus corsé, un peu plus intéressant, à mon avis. Fait que non, un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci encore au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois de mai 2024. Alors, au mois de mai, j'ai reçu finalement un jeu que j'attendais depuis longtemps, depuis l'automne dernier, Essen. C'est le jeu Evenfall. Evenfall, c'est un jeu où vous incarnez une faction de sorciers. Vous allez vouloir faire des points parce que c'est super thématique de faire des points dans le monde des sorciers pour remplacer le grand sorcier à la fin. La thématique est un petit peu plaquée, mais vous allez voir, les illustrations vont vous ramener dans le thème du jeu à tout bout de champ. C'est magnifique au niveau des illustrations. C'est vraiment un très beau jeu et c'est un bon engine building. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Bien, vous avez un petit plateau central qui vous appartient et vous allez avoir développé votre faction. Alors, vous avez des endroits pour aller repêcher des cartes pour votre cercle étendu, si vous voulez. Et toutes les cartes que vous pourrez faire descendre de votre cercle étendu à votre cercle restreint vont vous faire eux autres, c'est les seules cartes qui vont compter pour les endroits magiques. À gauche, vous allez pouvoir mettre des personnages qui vont venir vous aider. Et si vous ne les mettez pas à gauche, vous pouvez les mettre dans votre conseil en dessous de votre plateau pour des points de fin de partie, pour des effets instantanés ou en continu. Alors, c'est vraiment un engine building assez standard à ce niveau-là, mais c'est très agréable à jouer. Ça dure pas trop longtemps, vous êtes vraiment dans les limites de ce qu'ils mettent dans le jeu. Là, c'est 1h30 à peu près pour une partie. Les factions, les dessins sont magnifiques, alors vous pouvez voir à quel point l'iconographie est simple, avec des points, des cartes à jouer, tout ça. C'est beau. Alors, certains diront le jeu est un peu brisé parce qu'il y a des combos de fous qui font que certaines factions sont plus fortes que d'autres, entre autres l'étoile. Alors, l'étoile, si vous prenez le côté symétrique, vous avez les mêmes conditions pour mettre les cartes en dessous ici pour tout le monde. Si vous du côté asymétrique, ben, vous avez des conditions différentes et elles étaient beaucoup trop faciles si vous étiez capable de pairer ça avec une certaine carte. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, je suis allé voir sur Board Game Geek et vous pouvez downloader une micro-patch que j'ai mis juste ici. Vous voyez, ça paraît même pas quasiment. Et vous avez quelque chose de très facile à rajouter. Et ça va juste changer la condition de placement de certaines cartes en dessous. Et l'espèce de combo infernal qui devient absolument imbattable ne fonctionnera plus aussi facilement. Alors, ça rééquilibre les choses. Ça m'a pris exactement 20 secondes. Là. Vous imprimez ça, vous le découpez, mettez un petit peu de colle, puis un petit peu de colle par-dessus, puis la couleur est la bonne avec une imprimante couleur là, très ordinaire. Ça s'est marié au fond, puis ça paraît très bien, et ça règle le problème. Alors, j'espère que vous allez essayer Evenfall. Surtout si vous êtes amateur d'engine building, ça fonctionne très bien, c'est très intéressant, et le jeu est magnifiquement illustré. Ça vaut vraiment la peine. Alors, Evenfall, c'était mon choix du mois de mai 2024. Salut tout le monde, donc c'est Mike de retour pour le coup de cœur du mois de mai. Donc mon coup de cœur pour le mois de mai, c'est le jeu qui s'appelle Return to Dark Tower. Donc ce jeu-là, c'est une refonte du jeu Dark Tower qui a été fait en 1981. Puis à cette époque-là, ce jeu-là était assez révolutionnaire parce qu'on avait une tour avec un petit ordinateur qu'on pouvait programmer les mouvements qu'on faisait sur le plateau. Il fallait se promener, aller chercher 3 clés pour ouvrir la porte là, ou la gate de la tour. Maintenant, celui-ci, la refonte, c'est encore une fois une nouveauté technologique, si on peut dire ça, qu'on ne voit pas souvent dans les jeux de société aujourd'hui. C'est qu'on a une tour électronique qui fonctionne avec une application. Habituellement, les jeux avec des applications, je ne suis pas trop fanatique de ça, mais celui-ci, ça ne me dérange pas parce qu'il est super bien fait. Puis c'est l'application qui contrôle le jeu, c'est le DM si on veut. Donc elle va nous mentionner quels sont les événements qui se passent. On ne sait même pas combien de nombre de tours qu'on a avant la fin du round, donc tout est là, au hasard. Puis ça rend le jeu quand même assez intéressant.
Là-dedans, vous allez avoir 4 choses à tenir compte. Donc, vous allez avoir là, à gérer tout ça en groupe parce que c'est un jeu qui est évidemment coop. Vous allez avoir une quête principale. Vous allez avoir là, des quêtes là, à chaque round, donc des quêtes à faire. Une qui va vous donner là, un bénéfice, puis l'autre, si vous ne la faites pas, ça va vous donner là, un malus. Vous allez avoir aussi des crânes parce que la tour va vous lancer des crânes qui vont tomber sur le plateau puis vous allez devoir les nettoyer parce que si vous en avez plus à mettre dans la tour, bien c'est partie terminée. Puis l'autre chose, c'est que vous allez avoir des monstres qui vont se promener un peu partout. Puis si vous vous en occupez pas, bien plus ça va, plus ils vont devenir forts. Puis ils vont vraiment là, vous faire suer, là, puis même vous faire perdre la partie. Donc vous allez devoir gérer tout ça tout en faisant la quête principale pour réussir le jeu Dark Tower. Donc j'ai pas mal passé tout mon mois de mai à jouer à ça avec mes groupes. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Il y a 2 extensions aussi qui existent à ça, qui vont ajouter des choses différentes. Un qui va ajouter des monuments spécifiques, puis l'autre, vous allez avoir des guildes à laquelle vous allez devoir là, aller là, vous occuper de ça aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur ce jeu-là. Puis, c'est vraiment là, super fantastique. C'est mon coup de cœur du mois de mai, Return to Dark Tower. Donc, à bientôt tout le monde! Salut les gamers, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Et en mai, il y a 2 jeux qui se sont vraiment hissés au-dessus de la mêlée, mais il faut en choisir un, donc je vais y aller avec Galactic Renaissance, un jeu de l'auteur Christian Martinez et publié par Matago. Donc c'est eux qui avaient fait Inish, et c'est un peu comme sa suite spirituelle, si on veut. Donc on a une espèce de jeu de troupes sur la carte, de majorité, où on va pouvoir coexister avec les autres joueurs, mais aussi un peu les tabasser. Le plateau va se développer au fur et à mesure de la partie, et ça va être médié par les actions des joueurs. Mais c'est pas mal là que les comparaisons s'arrêtent. Galactic Renaissance, c'est vraiment sa propre bête. C'est une drôle de bébite. J'ai joué juste une fois, mais j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Puis je pense que tout le monde autour de la table était d'accord pour se dire que ça ressemble à rien qu'on avait déjà joué. La façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir un deck de cartes qui va comme déterminer nos actions. Puis on va avoir un paquet de cartes communes là, que tout le monde a, mais on va, au fur et à mesure que la partie avance, aller chercher des cartes de spécialistes qui vont s'ajouter à notre deck, puis qui vont nous ajouter des espèces d'actions spéciales qu'il y a juste nous qui peut faire. Fait qu'on peut un peu se spécialiser avec ça. Puis un coup qu'on a joué une action, la carte, elle va pas dans notre défaut, elle retourne en dessous de notre deck. Donc il faut comme aller cycler toutes les cartes du deck avant de retourner à la carte qu'on vient de jouer. Mais bien évidemment, il va y avoir des actions qui vont nous permettre de manipuler le deck un peu, de garder un petit peu plus de cartes en main. Comme dans Inish, il va y avoir plusieurs façons de gagner, dans le fond, plusieurs façons de faire des points. Puis ces objectifs de points-là vont changer à toutes les parties, mais vont aussi changer pendant la partie. Donc on a un jeu qui est très dynamique, un beau mélange de stratégie à long terme et de tactique à court terme. C'est un jeu que j'ai vraiment hâte de rejouer, d'explorer un peu plus pour comprendre plus les subtilités qui sont là. Si vous avez aimé Inish, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Si vous ne l'avez pas aimé, ben, il est un peu moins chaotique, donc peut-être que celui-là va plus vous plaire. Donc je vous suggère vraiment d'essayer Galactic Renaissance, puis je vous dis à la prochaine! Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, j'ai pas un coup de cœur pour le mois de mai, mais j'ai bien une suggestion spéciale parce qu'aujourd'hui, je suis pas au Québec, non. Je me trouve à un endroit mythique bien spécial que vous avez peut-être reconnu et qui est l'oracle de Delphes. Donc, ma suggestion ludique pour le mois de mai ou juin, c'est l'oracle de Delphes de Stefan Feld, un jeu vraiment spécial, un jeu vraiment particulier dans lequel on fait une course. C'est pas une salade de points, c'est vraiment une course au premier qui va terminer plusieurs épreuves et qui va revenir au centre en bateau. Et c'est ma suggestion ludique pour vous, directement de l'oracle de Delphes. Salut tout le monde, ici Nicoton pour un nouveau coup de cœur. Dans mon cas, c'est-tu beau la nature, hein? C'est-tu beau? Moi, j'ai eu un beau cadeau de fête. J'ai été chanceux, j'ai eu de ma blonde le jeu Harmonie. Et c'est mon coup de cœur pour ce mois-ci. Écoutez, j'ai été charmé dès le premier regard, en fait. Ce jeu est vraiment magnifique. Vraiment, là, hein, c'est du bonbon. Quel magnifique jeu.
le fun à manipuler, le fun à jouer, simplicité en fait, pas trop compliqué, mais une belle profondeur. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller faire des paysages avec des objectifs là, qu'il va falloir remplir. Là. Donc des cartes animales. Regardez-moi ça, des illustrations. Donc il va falloir faire remplir des objectifs en faisant des combinaisons, en remplaçant nos jetons de différents paysages, de différentes manières. On va pouvoir comboter, faire plusieurs pierres d'un coup, en fait, si on est assez bright. Donc, vraiment, là, charmé. Coup de cœur pour moi, pour le mois de mai, en fait. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Et je vais probablement en faire des dizaines de parties. Donc, voilà, Harmonie pour mon coup de cœur. Au revoir. Bonjour, on est le Bureau du loisir. Merci à David, le prof Board Game, de nous permettre de partager avec vous, encore une fois ce mois-ci, nos coups de cœur du mois. Oui, ça sera plus un accident, là, on dirait, là, c'est volontaire de sa part. On est désiré et voulu. Hein? On y va tout de suite, à moins que tu aies une petite blague à faire? Non. Excellent. Alors, mon coup de cœur du mois de mai, c'est le jeu Footprints. C'est un jeu qu'on doit à plusieurs Norvégiens. Par respect pour eux, je ne vais pas tenter de prononcer leur nom. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Footprints? C'est la fin de l'ère glaciaire. Et on est un chef de clan préhistorique et on doit faire découvrir un nouveau territoire à notre clan. Alors, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une carte devant nous. On a chacun 14 cartes, chaque clan a 14 cartes. Alors, il va y avoir 14 tours dans la partie. Et sur une carte, on peut faire 2 actions. Soit se déplacer sur un type de territoire, il y a 4 types de territoires dans le jeu, ou sinon augmenter ses compétences. Augmenter ses compétences, ça veut dire qu'on devient plus efficace à se promener dans les 10 territoires. La forêt, la plaine, la roche. Glace, etc. Donc, plus on va se promener, on va ramasser des ressources aussi, chemin faisant, et on va pouvoir utiliser ces ressources-là pour débloquer des bonus, devenir de plus en plus puissant, débloquer des objectifs de fin de partie. Alors, c'est ce qu'on fait dans Footprints. Pourquoi j'aime ça? Très, très bon puzzle, belle courbe d'apprentissage. La première fois qu'on joue, on est soumis à la paralyse de l'analyse, mais plus on joue, plus on comprend comment être fluide dans chacun de nos mouvements, avec chacune de nos cartes. C'est pourquoi j'aime Footprints, puis en plus c'est un jeu préhistorique, et ceux qui suivent le Bureau du loisir savent que j'adore l'époque préhistorique et les jeux préhistoriques. Et le jeu, en termes de difficulté, est coté à 2 piments sur 3. Oui, très étrange, mais c'est ça qui est ça. Toi, David? Moi, mon jeu du mois de mai, c'est une surprise. Ça s'appelle, vous allez voir pourquoi c'est une surprise, Order Overload Café de Jun Sasaki, un petit jeu japonais. Je dis surprise parce que c'est un party game. Les gens qui suivent le Bureau du loisir, ce que je vous incite à faire d'ailleurs, savent que je suis toujours un peu en train de cracher sur les party games. Et dans les fêtes, j'ai toujours du plaisir, ce qui fait juste démontrer que je suis un individu plein de contradictions. Il va falloir que tu te l'avoues maintenant que tu aimes ça, David. Oui, exact. Ouais. Ça se pourrait aussi, là, ça ferait partie de la démarche. Vite, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Ben, c'est pas compliqué, on est des baristas dans Griffintown, mettons. Puis là, on a ramassé le contrat de C2 Montréal. Tous les gens des startups déboulent dans le lobby et font plein de commandes de café. C'est un jeu de mémoire. On a des petites cartes avec différents items dont il faut se souvenir. Principalement des cafés, mais il y a un peu de nourriture. Et on doit renommer toutes les commandes en groupe. Un jeu de mémorisation collective. Exact. Et là où ça devient vraiment original, c'est qu'il se passe un phénomène, là, au début, c'est très facile de s'en souvenir. Après, ça se complexifie et quand on rate, notre orgueil est piqué. Les amis, c'est pas drôle. Et puis, on se met à recommencer. Et là, plus on essaie, plus ça se complexifie. Parce que dans notre esprit, les commandes se mélangent. C'est comme un café glacé sans sel, une crêpe sans farine. Un café glacé sans glace. Exact. Et là, c'est très, très, très rigolo. Ça m'a rendu heureux au mois de mai. Overload Café. Voilà. C'est nos coups de cœur. Alors, merci beaucoup et au suivant. Salut tout le monde, c'est Antoine de Balado Ludique. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais ce mois-ci, je voulais parler d'un petit jeu de cartes fidèle à mon habitude, donc j'aime les petits jeux. Je vais vous parler de Kolpa. Donc non, c'est pas un petit jeu japonais comme j'ai l'habitude de faire. C'est un petit jeu qui vient d'Allemagne, en fait, qui est édité par Schmidt. Kolpa, c'est le nom français en allemand. Ça s'appelait Passt nicht. Pourquoi j'aime ce petit jeu? Si comme moi, vous êtes tanné de jouer au Uno avec vos enfants, ça vous prend une alternative au Uno. Donc,
Ça ressemble un petit peu. On peut penser au Uno et à l'AMA, en fait. Donc, vous allez avoir des cartes de 0 à 5 en 5 couleurs et des jokers. Donc, rien d'original là-dedans. À votre tour, vous devez faire, en fait, vous deviez soit jouer au centre, donc à la Uno, donc soit doit matcher la couleur ou le chiffre, ou vous pouvez jouer devant vous. Sur la table. Quand vous jouez au centre, vous ne repiochez pas de cartes, mais quand vous allez jouer devant vous, ça va vous donner des points en fin de manche, mais vous allez être obligé de repiocher une carte. Donc, vous avez toujours le dilemme de est-ce que je veux avoir plus de points ou est-ce que je veux continuer la manche. En fait, ce qui arrive, c'est que les points que vous avez dans les mains à la fin de la manche, aussitôt que quelqu'un se débarrasse de toutes ses cartes, vous allez compter les points que vous avez en main. Ce sont des points négatifs. Et ceux que vous avez sur la table, ce sont des points positifs. Donc, vous avez ce petit balancement-là. La beauté de la chose, c'est que vous êtes toujours capable de jouer quelque chose. Donc, soit vous jouez au centre ou vous jouez devant vous. La twist, c'est que lorsque vous jouez devant vous, vous ne pouvez pas jouer une carte que vous auriez pu jouer au centre. Donc, je m'explique, si vous avez, mettons, un 5 vert, je ne pourrais pas jouer un 5 ou une carte verte devant moi, je serais obligé de la jouer au centre. Ce que ça fait, c'est que, en fait, quand vous êtes capable de jouer au centre, vous êtes obligé de le faire. Et ça veut dire que vous pouvez même jouer avec les cartes qui sont devant vous et les défausser vers le centre. Donc, là, ça devient un peu vicieux parce que vous allez être capable de jouer des cartes au centre qui vont forcer vos adversaires à se défausser de leurs cartes qui sont devant eux, donc perdre des points en faisant ça. Vous pouvez toujours jouer de votre main si vous êtes capable aussi, à place de jouer des cartes qui sont devant vous, mais vous devez jouer au centre quand même. C'est vraiment un petit jeu très malin, très simple, mais ô combien vicieux et cochon comme je les aime. Tout simple, matériel vraiment, toute petite boîte, des cartes, aucune iconographie, pas de thématique, pas rien. C'est pour moi un petit bijou de simplicité, mais d'interaction vraiment intéressante dans un jeu de cartes de cet acabit. Donc, je vous le suggère fortement. Il vient tout juste d'arriver au Québec et ça s'appelle Colpa. Donc, bonjour à tous, c'est Elsa de Ludipsy et aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois. Et ce mois-ci, j'ai eu le plaisir de découvrir et de tester le jeu Evenfall, qui est un jeu quand même assez récent, sorti en 2023. C'est un jeu qui se joue entre 1 à 4 joueurs. J'ai eu le plaisir de jouer à 3. Donc, ça amenait quand même une bonne dynamique. C'est un jeu de stratégie, de placement d'ouvriers, gestion aussi des cartes. On a des cartes avec des personnages avec différentes actions, différents pouvoirs. Donc, ce qui est vraiment intéressant, ce que j'ai aimé du jeu, c'est la manière que ça évolue, en fait. Donc, c'est un jeu qui se joue en 3 tours. Ça peut sembler très soudain, très rapide. Puis effectivement, ce que j'ai observé, c'est que le premier tour se joue quand même assez rapidement. C'est le temps de comme penser à la stratégie, comprendre les différentes mécaniques du jeu. Et par la suite, le deuxième tour et le troisième tour sont de plus en plus longs parce qu'on a de plus en plus d'actions qui se débloquent, des combinaisons de cartes et de pouvoirs qu'on peut faire. Donc, c'est quand même assez intéressant comme premier essai du jeu, de découvrir à quel point l'évolution du jeu est intéressante, à quel point il y a différentes stratégies et actions qui sont possibles. Et aussi, c'est un jeu qui offre une belle rejouabilité parce que sur les différents personnages, il y a différentes actions qu'on peut décider d'activer ou pas, selon le coût. Des fois, c'est assez dispendieux. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une même carte, mais la jouer différemment. Donc, un jeu assez intéressant. Si jamais vous y jouez, je vous invite à faire attention aux ressources qui sont très rares et c'est souvent l'élément qu'on veut s'assurer d'avoir le plus possible. Mais sinon, je vous invite à essayer le jeu Evenfall, un très bon jeu pour tous les niveaux, mais je dirais que ça prend une bonne partie d'intégration. Puis après ça, on peut penser à l'aspect plus stratégique et gestion d'ouvriers et de cartes. Donc, le jeu Evenfall est mon coup de cœur du mois. Bonjour, mes Kiki le coucou.
C'est Vince. Merci à toi, Dave, de me donner l'opportunité de faire le coup de cœur, même si je ne suis pas assidu. J'ai 2 jeux à vous parler. Le premier est vraiment difficile à trouver. C'est pour ça que je vous parle du deuxième. Mais on va commencer par le premier. Là. C'est Downfall of Pompeii, de l'auteur de Carcassonne. Superbe jeu. Où est-ce qu'on va avoir en fait le jeu qui se passe sur 2 temps. Donc la première portion du jeu, ça va être en fait de placer ses citoyens dans la ville de Pompéi. Et la deuxième partie, ce sera en fait de propager la lave partout sur la ville de Pompéi et d'essayer de faire en sorte que nos citoyens fuient la ville. Chaque citoyen qui quitte la ville, c'est des points. Mais si malheureusement ils tombent sous le courroux de la lave, eh bien ils tombent dans ce vilain volcan-là. C'est méchant, c'est superbe, c'est sublime, c'est rapide, c'est efficace. Mais comme j'ai dit, il est difficile à trouver. Alors, j'ai pas le choix. Il faut que je parle de Mexica. Mexica, beaucoup plus facile à récupérer sur le marché de l'usager, particulièrement en fait avec son ancienne édition là, de Ravensburger. Faites-vous-en pas, là, c'est super, le matériel est sublime, tout est spick and spam, là. C'est pas parce que c'est 2002 puis c'est Ravensburger. C'est vraiment, vraiment beau, c'est bon, c'est sublime comme jeu. C'est un jeu en fait où est-ce qu'on va placer des tuiles et on va placer des tuiles d'eau et ou déplacer en fait nos pions. Ces pions-là en fait vont se déplacer à travers l'eau et l'idée c'est qu'on va construire des petites régions. Ces régions-là vont avoir un certain nombre de cases et sur les cases, en fait, on peut construire nos temples. Et à un moment donné, pendant la partie, il y a en fait une coupure drastique où est-ce qu'on va scorer les différentes régions et puis une région score en fait un nombre de points équivalent à sa grosseur d'espace. Je ne m'attarderai pas en fait sur tous les détails du jeu. C'est un Kramer Kessling, c'est la suite de Tikal. C'est pas pour rien que ça a été réédité par Super Meeple parce que c'est un super bon jeu. C'est sublime, c'est extraordinaire. Il y a une tension qui est là. Peut-être un petit peu des fois de AP, mais quand même, là, le jeu a tellement à offrir. Ça peut être vraiment stratégique. Des fois, ça peut être vilain, ça peut être méchant. L'addition par Super Meeple, d'ailleurs, elle est sublime. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de belles choses à dire sur ce jeu-là, qui est encore d'actualité malgré qu'il soit édité il y a 22 ans. Alors, c'était mes 2 coups de cœur du mois de mai. Et sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, je te présente mon coup de cœur pour le mois dans le fond de mai 2024. Je te présente le jeu Bardwood Grove de Final Frontier Games. Bardwood Grove, c'est un deck building compétitif, ça va jouer jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs vont contrôler un bard, ton bard est représenté par un meeple qui se promène sur une grande map et par un deck de cartes. Dans ton deck de cartes, tu vas avoir un instrument qui est une carte qui va toujours rester en jeu, puis qui va déterminer, qui va donner un petit pouvoir à chaque fois que tu vas jouer une chanson. Ta chanson, elle, se construit par les cartes que tu vas y placer. Un tour de jeu, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas avoir 2 cartes que tu vas piger, puis tu vas toujours défausser une carte et jouer l'autre carte dans ta chanson. Les cartes sont séparées en 2. Il y a un effet de défausse dans le bas, il y a un effet de chanson au centre. Ton effet de défausse, il va généralement te créer des notes de musique, qui est une ressource du jeu, et il va faire progresser ton espèce de plateau qui tourne, et à chaque fois que ce plateau-là va franchir une certaine zone, ça va déterminer qu'à ce tour de jeu-là, quand tu franchis cette zone-là, tu vas jouer ta chanson. Ta chanson, tu ne la joueras pas à tous les tours. Et comme j'ai dit, ta deuxième carte, elle, ta place dans ta chanson. Tu as toujours cette décision-là à prendre. Fait que ta chanson, c'est une série de cartes qui vont se cumuler. Leur ordre n'a pas vraiment d'importance. Et quand tu franchis le petit marqueur dont je te parle, là, tu vas activer toutes les cartes qui sont dans ta zone chanson, une par une, dans l'ordre de ton choix. Puis là, l'idée, ça va être de réussir à faire des combos les plus efficaces. Quand tu actives ta chanson, je t'ai dit que tu avais un meeple qui se promenait sur le plateau de jeu, qui représente ton bard, mais tu vas pouvoir utiliser ce qui est généré par ta chanson, qui sont divers types de ressources, pour interagir avec les différents lieux où ton bard se trouve. Il va généralement toucher à 2, 3, 4 lieux. Et fait que là, tu vas pouvoir raconter une légende. Si tu racontes une légende, tu vas marquer des points de victoire, puis tu vas rajouter une carte fan dans ton deck. Les cartes fans, c'est des cartes qui vont pas dans ta chanson, sont défaussées dès que t'es piges, mais ils te donnent un bonus immédiat. Tu vas pouvoir calmer les créatures, qui sont un autre type de cartes qui peuvent venir dans ton deck, puis qui interagissent différemment, que tu vas vouloir réactiver différentes fois pour faire réactiver les bonus liés aux dites créatures. Tu vas pouvoir
aller chercher des nouvelles cartes que tu vas rajouter dans ton deck. Tu vas pouvoir aller chercher des cartes de tempo, qui sont des cartes qui se rajoutent dans ta chanson, mais qui comptent pas dans ta main. Fait qu'ils vont améliorer ta chanson sans que tu aies besoin de piger davantage de cartes. Fait que tu as toutes sortes de choses que tu vas pouvoir aller faire sur le plateau, en déplaçant ton barde, puis en tentant de le positionner de façon efficace quand ta chanson se déclenche pour que tu puisses interagir avec un maximum de lieux pour marquer des points de victoire. Il y a différents objectifs dans le jeu. Quand tu racontes une légende, tu vas activer des cartes qui vont marquer des points de victoire pour tous les joueurs qui répondent aux demandes de la carte en fin de partie. Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Fait que j'aime l'aspect deck building du jeu avec un mini deck de cartes. Tu joues juste 2 cartes par tour. Fait que ton deck, tu le construis tranquillement. Tu as différents types de cartes que tu vas jouer dans ton deck. Fait qu'ils vont avoir différentes façons de s'activer. Je trouve ça super intéressant. Le visuel, c'est de Micho. Fait que comme d'habitude avec Final Frontier Games. Donc c'est un visuel très intéressant. On est dans le même univers que la baie des marchands puis les autres jeux de leur univers. Donc très beau deck building, super intéressant à jouer. Je l'ai trouvé agréable, peut-être un poil long les parties à 4 que j'ai vues. J'ai vu des parties à 2 à 4. Partie à 4, j'ai trouvé un poil long, mais en même temps, les joueurs étaient tous à leur première expérience. Fait que je pourrais t'en donner des nouvelles d'ici quelques mois. Pour l'instant, très belle découverte. Bardwood Grove. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David de l'invitation. Ça me permet de vous partager mon coup de cœur pour ce mois-ci. Bunny Boom. Alors Bunny Boom, c'est un jeu qui est actuellement en sociofinancement, qui a été créé par l'auteur québécois Guim et illustré par Andrew Bosley. C'est un jeu de type Take That pour 2 à 4 joueurs. Habituellement, je suis pas très fan de ce genre de jeu, parce que justement je les trouve extrêmement punitifs. Ça dépend des joueurs, mais parfois on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent vite frustrées, les parties tournent court et on perd quelques amis au passage. Mais j'apprécie énormément Bunny Boom parce que peu importe à quel moment de la partie vous vous trouvez, il y a toujours moyen de remonter. Dans Bunny Boom, vous incarnez des villageois et au malheur, vous êtes envahis par des lapins. Il faut absolument vous en débarrasser en les refilant à vos autres voisins. Pour cela, vous allez avoir un plateau qui va vous permettre de venir placer des cartes qui ont chacune un pouvoir. Vous allez devoir déplacer votre pion sur cette carte en récupérant au passage des lapins. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a énormément de pouvoirs différents sur les cartes qui vous permettent, au lieu de vous déplacer vous-même, de déplacer les pions de vos adversaires pour leur faire récupérer un maximum de lapins, soit qui viennent de votre domaine, soit qui proviennent de la réserve. Le but du jeu évidemment est qu'à la fin de la partie, celui qui possède le moins de lapins gagne. Donc c'est une course à aller donner un maximum de petits lapins à tout le monde, et de surtout pas en garder, même s'ils sont mignons. La particularité de Bunny Boom, c'est que effectivement vous allez jouer sur un plateau où vous allez mettre des cartes, comme je l'expliquais précédemment, mais il va y avoir plusieurs niveaux de cartes. Donc dès que vous aurez rempli tous les espaces dédiés au nombre de joueurs autour de la table, 3 par personne, vous allez continuer à empiler les cartes, ce qui va vous permettre de vous débarrasser d'un maximum de cartes que vous avez en main et de continuer à être malveillant pour les autres joueurs. C'est un plaisir. J'apprécie tout particulièrement Bunny Boom pour ses parties super rapides, extrêmement drôles, à tout moment du jeu. Même si on pense qu'on est dans un cas désespéré, il y a toujours moyen d'aller jouer avec des cartes pour donner des lapins à tout le monde et finalement se retrouver débarrassé de tous. Je vous encourage vivement à aller voir la campagne qui a lieu encore en ce moment même pendant quelques jours. La livraison est prévue pour novembre et honnêtement si vous avez la chance, je vous encourage vraiment à aller donner un petit coup d'essai à Bunny Boom. Bonjour les joueuses et les joueurs, je m'appelle Jean-Louis de la communauté du professeur Board Game. Je remercie David de me permettre de vous présenter mon coup de cœur du mois de mai. Il s'agit du dernier Vital Lacerda, Inventions, Evolution of Ideas. Dans Invention, nous incarnons une civilisation qui se développe technologiquement depuis l'âge de pierre jusqu'à la conquête spatiale. Le cœur du jeu est de présenter des idées, les transformer en inventions, innover éventuellement sur les inventions des autres et au final de les partager au reste du monde afin de accroître notre présence sur les différents continents et développer notre culture technologique. Je ne vais pas vous détailler les différentes actions, il y en a 10 possibles qui sont regroupées en forum. Quand vous prenez l'une, vous ne pouvez pas faire l'autre d'ici la fin de la manche.
En tout cas, pas directement, sauf si vous utilisez un chaînage, et c'est là l'essence même du jeu. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu? C'est qu'on ne fait rarement une action directement, soit parce qu'on ne veut pas aider un adversaire en lui donnant de l'influence, soit parce qu'on a bloqué l'action en jouant une déjà dans le même forum cette manche-ci, ou simplement parce qu'on veut optimiser nos actions. Donc on va par exemple, si on veut partager une invention, au lieu de jouer directement l'action d'inventer, on va par exemple effectuer un voyage avec un de nos citoyens d'un continent vers un autre, ce qui va nous déclencher un rappel de spécialistes vers nos laboratoires, qui lui-même va nous déclencher une action sur une ancienne invention qui elle-même permet de partager une action, ce qui nous fait quand même effectuer à peu près 3 ou 4 actions par tour. C'est un peu l'objectif à chaque fois qu'on joue à ce jeu. Donc c'est encore un excellent Lacerda. Et puis je continue de gamer, je passe la parole au suivant. Salut les gamers, pour mon coup de cœur du mois de mai 2024, ça a été très facile. C'est un jeu que j'attendais depuis longtemps, c'est le jeu Slay the Spire. Le jeu de plateau que j'avais supporté sur sa campagne Kickstarter. C'est un jeu vidéo évidemment inspiré du très populaire jeu vidéo de style roguelite et de deck building du même nom, donc Slay the Spire. Un jeu vidéo que j'ai dû jouer au-dessus de 300 heures tellement je l'ai aimé. Je pense que le jeu vidéo, c'est pour moi le meilleur jeu de deck building qui existe. Donc j'avais très hâte de voir ce qu'on allait faire avec la version jeu de plateau. La grosse différence avec celui-là, c'est qu'on peut y jouer évidemment en multijoueur. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs au jeu de plateau, contrairement au jeu vidéo qui est un jeu solo. Le jeu de plateau se joue aussi en solo, mais je pense que son grand attrait, c'est de jouer de façon coopérative. On va retrouver les 4 mêmes personnages que dans le jeu vidéo. Chaque personnage est totalement asymétrique. Chacun des personnages a ses propres mécaniques, a ses propres cartes aussi qui sont uniques à lui. Et on va gagner des cartes au fur et à mesure des combats pour construire notre deck et tenter de l'améliorer pour avoir le meilleur deck le plus efficace pour affronter les différents ennemis et passer au travers des différents combats, de se rendre aux différents boss des actes pour tenter de les battre et de gagner des récompenses et éventuellement finir le jeu en finissant les 3 actes et peut-être même le 4e, l'acte final, lorsqu'il sera déverrouillé, parce que oui, comme le jeu vidéo, on a du matériel à déverrouiller, il y a des cartes qu'on n'a pas accès au début du jeu, et au fur et à mesure qu'on va faire des parties, on va aller déverrouiller des paquets de cartes, on va déverrouiller éventuellement le fameux acte 4 avec le vrai boss final du jeu qui est le vilain cœur en haut du Spire. Donc bref, très fidèle au jeu vidéo, donc on va retrouver évidemment les mêmes pouvoirs un peu, les mêmes ennemis, donc c'est sûr que quelqu'un qui connaît le jeu vidéo, il y a un peu moins de surprises, il va être en terrain familier, certaines grandes règles, il est habitué avec le système d'énergie, le système d'armure, le système de cartes aussi pendant les combats, donc au fur et à mesure qu'on va gagner des combats, on va améliorer notre deck, on va gagner des reliques, on va acheter des potions au magasin, on va enlever des cartes de notre deck, donc beaucoup de manipulations de cartes qu'on peut faire pour forger notre deck comme on le veut. Chaque personnage a différentes stratégies qu'on va tenter de faire des decks pour avoir ces synergies-là et éventuellement passer au travers du jeu. Ce que j'aime beaucoup du côté coopératif, c'est que le fonctionnement, on va avoir une ligne d'ennemis pour chaque héros et on n'est pas limité où on peut attaquer, mais les ennemis, eux, sont limités à attaquer seulement le héros qui est dans leur ligne. Donc on peut s'entraider, des fois on peut jouer des cartes pour donner la défense à un autre joueur, on peut se concentrer sur la ligne d'un joueur qui est un peu plus offensif, qui a moins de défense, puis après ça, l'autre joueur va essayer justement d'encaisser les coups le temps qu'on fasse ça, puis on peut vraiment avoir des belles synergies de deck entre d'un joueur à l'autre, fait que ça c'est quand même très le fun, la coopération est le fun aussi, le tour de jeu, il n'y a pas de tour de jeu pour les joueurs, donc on va jouer vraiment dans l'ordre qu'on veut, je peux jouer une carte, en joue 2, après ça j'en joue une autre, fait qu'on peut vraiment bien communiquer avec nos coéquipiers pour essayer de faire la meilleure synergie. Chaque tour de jeu, on connaît les attaques des ennemis, on sait qu'est-ce qu'ils vont faire, combien ils vont attaquer, fait que chaque tour c'est comme un puzzle qui est différent, puis on va essayer d'optimiser ce puzzle-là à chaque tour
plateau pour faire le plus de dégâts aux ennemis et évidemment recevoir le moins de dégâts pour nos héros. C'est pas un jeu qu'on a beaucoup de points de vie. Donc c'est très fidèle aux jeux vidéo. J'adore le côté coopératif de ce jeu-là. Il y a beaucoup de petites gestions, de petits jetons, de petites cartes à changer par-ci par-là. Mais si on est plusieurs justement autour de la table, ça se fait bien si on se partage les petites tâches là, de gestion. Fait que ça roule quand même bien. Le système de règles n'est pas trop lourd. Ils ont vraiment fait beaucoup de petites règles intelligentes qui facilitent un peu le jeu, le flow du jeu justement pour pas que ça se rallonge inutilement. Fait qu'ils ont vraiment eu des belles idées puis ça fonctionne très bien. J'ai quand même joué beaucoup de parties jusqu'à maintenant et ça sera pas terminé parce que je veux évidemment déverrouiller les différents éléments qu'on peut retrouver à l'intérieur du jeu. Je suis justement en train de travailler sur ma vidéo pour vous présenter le jeu, donc ça devrait sortir d'ici quelques jours si vous voulez en connaître davantage sur le jeu de plateau de Slay the Spire, qui est mon coup de cœur pour le mois de mai 2024. Encore une fois, un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment coup de cœur. C'est toujours le fun de voir vos suggestions. Et évidemment, on vous demande à la maison de nous partager votre coup de cœur du dernier mois. Donc, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire sous la vidéo YouTube. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.